Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation aujourd'hui. Mon nom est Louis Hull, je suis coordonnateur de la programmation des instituts pour le Centre Franco. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir de vous présenter Amanda Deneau, qui, pendant 2 heures, nous parlera de codage et nous parlera d'évaluation. Donc, bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Et puis, Amanda, c'est à toi. Oh, parfait. Merci encore, Louis, pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre session, le codage, oui, mais comment l'évaluer? Alors, la grande question dans les derniers mois, depuis que l'annonce du nouveau programme cadre, il y avait une grosse panique avec c'est quoi le codage? Puis, comment le faire? Et on a à faire des ateliers. Puis, je pense qu'on est rendu à un point, OK, c'est bien, je comprends c'est quoi, mais comment est-ce que j'évalue? Alors, on est rendu à l'étape, je pense, on a besoin de creuser à travers qu'est-ce que ça a l'air pour donner une note, vu qu'on a besoin d'évaluer le codage maintenant en mathématiques. Bon, alors je vais aller à travers ma présentation avec vous. Je serais très, très contente si vous êtes voulant d'ouvrir votre caméra parce que je me sens mieux quand je parle pas à personne. Ça a l'air comme je parle à personne, mais si vous ne sentez pas à l'aise, c'est correct aussi. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, ça me rend un peu moins seule. Merci. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à parler n'importe quand. Arrête-moi, pose-moi la question. Je vais essayer de regarder le clavardage en même temps. Toutefois, des fois, je parle, puis je commence sur un petit tangent et j'oublie de regarder la boîte de clavardage. Pour commencer, est-ce qu'il y a du monde qui aimerait peut-être mettre dans la boîte de clavardage niveau 1 à 5? 1, je ne suis pas du tout à l'aise et 5, je suis à l'aise avec le codage et enseignement en général. 1 à 5, comment vous vous sentez avec l'enseignement en général, avec le nouveau programme cadre? OK. On a des 1, on a des 5, des 4, des 2. OK. Alors, compris que la majorité se sent OK avec l'enseignement du codage. Mais maintenant, 1 à 5, comment vous vous sentez au sujet de comment qu'on l'évalue basé sur les attentes dans le nouveau programme cadre? 1 à 5. Mais évidemment, c'est pas 5 parce que vous êtes là. OK. Alors, c'est bien de savoir que on a des connaissances de codage. Donc, ceci, ça dépend vraiment de mon rythme et ma vitesse parce que si on ne sait pas c'est quoi le codage, des fois, des choses vont aller un peu par-dessus la tête. Je suis contente de voir que vous avez une connaissance de c'est quoi le codage. Maintenant, on va aller au début de qu'est-ce qu'on fait pour l'évaluer. Alors, encore une fois, si vous voulez m'interrompre à n'importe quand, faites-moi signe. OK? J'aimerais juste prendre un moment pour reconnaître que nous souhaitons offrir notre gratitude envers Talmar et pour toutes ces ressources que nous utilisons. Nous voulons aussi honorer tous les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits, qui vivent sur ces territoires depuis les temps immémoriaux. Alors, ça, c'est moi. Je suis conseillère en éducation. Je travaille pour le conseil scolaire CSC Providence et je suis présentement enseignante de la 7e année en salle de classe. J'ai été réintégrée dans la salle de classe après quelques années comme conseillère en numératie et innovation. Mais je fais encore je suis conseillère pour beaucoup de différentes places après l'école. Je suis une des leads avec le nouveau projet de curriculum pour AFMO et OEMI. Alors, je travaille beaucoup avec des gens du ministère et je connais vraiment beaucoup au sujet du programme cadre. J'ai aussi ma propre propriété WeSteamed Innovations. Alors, c'est ça, je fais du codage avec les jeunes le soir et différentes choses avec robotique. Et je suis également formatrice certifiée pour Google, so Google for Education Trainer. Et présentement, c'est nouveau, le programme de Microbit Champion pour 2001. Je suis choisie pour représenter le Canada. Il y a seulement, je pense, 400 autour du monde qui sont des Microbit Champions. Donc, je suis très fière de faire partie de l'équipe. Ça, c'est complètement nouveau, un programme. Et la dernière rencontre, on s'est mélangé, puis j'étais avec quelqu'un à l'Australie.
Colombie, comme juste tout partout dans le monde. C'est pas mal incroyable. Et notre but, c'est de rendre plus accessibles les microbits dans les salles de classe. OK, alors voici l'ordre du jour. Je fais de mon mieux à suivre mon ordre du jour. Ça, c'est mon plan et mon but. Toutefois, peut-être qu'on va un peu plus long, peut-être on arrête un peu à l'avance si ça c'est le cas parce que peut-être je vais trop vite et on est juste tous des experts. Je vais juste donner plus de temps à la fin pour des questions et des sessions en action si jamais on a le temps se permet, mais je le doute. Pour le bloc 1, on va parler beaucoup au sujet du programme cadre en général, la grille d'évaluation et les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième partie, on va montrer beaucoup d'exemples et je vais vous faire des échantillons de qu'est-ce que ça a l'air pour évaluer le codage. La session est enregistrée et à la toute fin, n'oublie pas de faire le sondage de rétroaction avant de partir. On va avoir, j'ai schedulé une petite pause de 5 minutes à l'intérieur, là, après bloc 1, on verra où on est rendu. Alors, nos objectifs d'apprentissage, alors pour la fin de l'atelier, on sera en mesure de comprendre bien les attentes et contenus d'apprentissage de l'année d'études, de créer des grilles d'évaluation adaptées en codage et de comprendre la différence entre la lecture, la modification, la description et l'écriture du code. OK. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez s'il vous plaît signer la page de présence avec votre nom et votre conseil. J'avais mis dans le chat un lien vers un dossier avec la présentation dans le dossier. Il va avoir beaucoup, la présentation est là, il va avoir beaucoup de liens afin de suivre. Si vous ne l'avez pas, je vais le remettre dans le chat encore une fois. Ça, c'est le dossier. Puis à l'intérieur de ça, tu as une copie de la présentation et les autres belles choses que j'ai mis dans la présentation, y compris des grilles d'évaluation déjà créées pour chaque niveau d'étude. Alors, si ça ne vous dérange pas de prendre quelques secondes de remplir la feuille de présence, en fait, je pense que je vais coller le lien directement dans le chat pour rendre la vie plus facile. Voilà le lien vers le Google Form pour remplir. OK. Alors, afin de respecter l'heure, parce que je suis déjà en arrière, on va continuer. Bon, on va juste parler au début de c'est quoi le codage assez rapidement. Alors, le codage, c'est très simple. On a trois différentes sortes de codage afin de commencer avec vos jeunes. Je propose que vous familiarisez avec le pseudocode. J'adore le pseudocode. Ce sont des codes qu'on fait à chaque jour, en fait. On est en train toujours de suivre des séries d'instructions. Quand on brosse les dents, quand on conduit à l'école, on est toujours en train de suivre des séries d'instructions. Alors, ce que je fais avec mes élèves, n'importe quel âge, jusqu'à la 8e année, c'est que je leur encourage de donner des instructions à l'oral. Alors, si vous étiez des robots, puis tu veux faire sortir ton ami de la salle de classe, alors tu vas donner des directives. Quand je dis go, prends 5 pas en avant, tourne à la gauche, un quart de tour, prends 5 pas et arrête. Alors, pseudocode. D'autres façons de faire du pseudocode, c'est avec des symboles. Alors, peut-être des flèches découpées sur le tapis, des petits symboles créés par les élèves pour représenter un code. Alors, j'ai quelqu'un qui dit dans le chat, depuis la formation de la semaine passée, j'ai fait le pseudocode en art dramatique. Il devait me montrer une émotion associée à un mot. C'était le fun. Cool. Et même plus cool que tu as suivi une de mes formations la semaine passée. So, moi, je pense qu'officiellement, j'ai un groupie. So, là, ça, c'était le pseudocode. En 7e année, j'intègre le pseudocode avec APQ. Alors, mes élèves de 7e, ils demandent, est-ce qu'on peut faire du code APQ? Alors, je donne des conditions. OK, si ta fête est entre janvier et mars, alors fais 5 ponts. Sinon, fais 5 ciseaux. Et puis, on ajoute des différentes conditions. En même temps, si je lève ma main droite, vous levez la main gauche. Go! Et ça devient assez fun, puis les élèves l'aiment. Là, on passe à codage par les blocs.
Alors, codage par les blocs, c'est le code, la programmation textuelle insérée dans des blocs comme une casse-tête. Alors, c'est où on est vraiment encouragé d'aller à travers le codage par le bloc avant d'aller à la programmation textuelle. Si vous n'arrivez jamais à la programmation textuelle, c'est OK. En la première année à la 8e année, de faire le focus sur le bloc, c'est tout à fait OK. Alors, et finalement, la programmation textuelle comme Python, JavaScript, ainsi de suite. C'est le but final, mais arrivé en 8e année, on veut juste introduire. Fin numéro 1. Parfait. Alors, si vous n'avez jamais entendu de la pensée computationnelle et informatique, c'est vraiment ça ce qu'on est en train de vraiment promouvoir. J'aurais aimé, et puis je pense que c'était dans le plan, que c'était pas pour être le codage dans le programme cadre, mais plutôt la pensée computationnelle. Mais j'ai entendu des rumeurs que le ministère voulait utiliser le codage parce que c'est plus facile à comprendre pour les parents. En tout cas, la pensée computationnelle, c'est vraiment un processus de comment on va à la fin régler des problèmes, résoudre des problèmes, identifier des problèmes et créer. Là, le processus qu'on essaie de faire depuis la maternelle, c'est de faire, OK, on a une situation devant nous, puis on veut le décomposer en morceaux. Si tu vires sur le bord de la rue, puis ton char a un problème, on n'est jamais entraîné d'identifier le problème. Est-ce qu'on est capable? Peut-être que non. D'habitude, on donne des questions aux élèves avec un problème déjà là, puis il faut qu'ils résolvent. Mais on est en train d'identifier le problème pour eux. Avec ceci, j'aime le fait que les élèves vont décomposer qu'est-ce qui se passe, alors tu as juste des données, une situation. Soit ça fonctionne ou ne fonctionne pas. Il a besoin d'aller à travers, décomposer en différents morceaux. Là, la deuxième étape, c'est reconnaître dans les morceaux des régularités. Qu'est-ce que je vois? S'il y a une régularité ou non. Et ensuite, avec l'abstraction et des algorithmes, les élèves sont capables de mettre ensemble des morceaux pour que ça ait du sens. Comme quand tu es sur la rue avec ton char et on écoute des bruits et on regarde autour. On n'est probablement pas expert, peut-être que oui, peut-être que non, mais il va falloir avoir la pensée informatique et computationnelle d'une façon séquentielle afin d'identifier le problème. Il y a beaucoup de liens avec les habiletés socio-émotionnelles. Alors, la capacité d'agir. Les élèves sont capables d'avoir des réactions. Il y a la rétroaction comme ça avec le codage. On touche un bouton, on a quelque chose qui se passe. L'accès. On a accès à tellement de différentes possibilités. L'abstraction. Alors, est-ce que les élèves sont capables de mettre ensemble des algorithmes? L'automatisation. Avec le codage, toutes les choses qui sont plus peut-être difficiles pour un enfant de, disons, 7 ans en deuxième année, c'est pas exactement évident pour qu'il puisse faire la probabilité d'une façon rapide afin de reconnaître des régularités parce que les calculs sont trop au-delà. Avec le codage, l'ordinateur va le faire pour eux et ils sont capables d'abord de voir les vraies tendances qui se passent et la pensée mathématique en général sans avoir besoin de faire tous les calculs en arrière. Auditoire, oh qu'ils aiment ça. Ils aiment coder pour eux-mêmes, ils aiment coder pour leurs parents, ils aiment coder pour leurs pairs. C'est en virtuel, ils sont capables de partager ce qu'ils font avec le monde. Ils sont extrêmement fiers. Alors, le programme cadre de mathématiques, ça tombe exactement en algèbre. Ça a du sens que ça va là, mais où j'ai peur, c'est que les profs vont penser qu'il faut seulement toucher le contenu d'algèbre quand c'est le temps d'enseigner l'algèbre. Mais moi, je prends le C3 dans l'algèbre, puis j'intègre avec tous les différents domaines de mathématiques et les autres domaines, les autres programmes cadres. Donc, voici un continuum de chaque année, première à la 8e année, puis on va aller un peu plus proche et voir les mots et voir ce qui change, tout ça. Le lien est là pour le programme cadre, mais j'imagine que vous êtes ici, vous avez probablement tout vu, le nouveau document. OK, alors voici 4 mots du programme cadre qu'on a vraiment besoin de faire un focus. Lire, modifier, décrire, écrire. Et j'ai changé l'ordre parce que je préfère ma façon. Mais le C3.1, si on regarde le contenu spécifique,
Résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle en écrivant et exécutant des codes, y compris des codes comprenant des blanks. Insère ton mot là, selon ton année d'études. La phrase ne change pas, c'est juste la composante spécifique de l'année d'études qui va là. Là, le C3.2, lire et modifier des codes donnés, déjà donnés, y compris des codes comprenant des blanks, insère ton mot là, et décrire l'incidence des changements sur les résultats, blablabla. Alors, quand on a un nouveau-né et des bébés, j'ai des enfants, ils sont plus bébés, mais quand ils étaient bébés, j'ai jamais demandé que mes enfants m'écrivent quelque chose en premier. Qu'est-ce qu'on fait? On lit à nos enfants. Ils entendent nos voix, ils regardent les mots et les images d'un très, très jeune âge, bébé. Et finalement, on demande qu'ils commencent à écrire des lettres. Alors, pourquoi on a mis C3.1 avant C3.2? Aucune idée. Moi, je fais le flip. J'essaie toujours d'introduire la lecture et la modification d'une code avant qu'on demande que les élèves écrivent et exécutent leur propre code. Ça a plus de sens. OK, parlons-nous un tout petit peu des blanks, les mots insérés là. OK? Alors, la première année, on commence au tout début, parce que même si tu es enseignant de 8e année, tu as besoin de savoir ceci parce qu'il faut arriver tout de suite à la 8e année. Et si tu enseignes la première année et tu veux toujours rester en première année pour toute ta carrière, tu peux juste ignorer le reste. Mais on ne sait jamais. Dans le chat, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre votre année d'études que tu enseignes? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on a. 3, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 8, ou on a un 8e, 7 à 12, OK. 8, CP. OK, on a tout partout. Matt Jardin, cool. 7e, beaucoup de CP. OK. Amanda, est-ce que je peux faire un commentaire? Je ne sais pas, je sais pas s'il y a une main levée, là, mais je ne les vois pas, les mains. Oui, non, pas de main levée, juste vas-y. Si je compare un peu avec ce que tu viens de dire, c'est un peu comme si, tu me diras si je suis dans le champ gauche, mais c'est un peu comme si je veux apprendre à jouer au tennis et que je vais jouer au tennis de façon, on va dire, simultanée. Je vais apprendre, je vais faire des bons coups, des mauvais coups. Et puis après ça, je vais aller prendre un cours parce que je m'aperçois que je me fais tout le temps planter sur mon revers. L'autre façon de dire que certaines personnes vont être séquentielles, c'est-à-dire qu'elles vont dire hey, moi, avant que je me ramasse sur un court de tennis puis avoir l'air de n'importe quoi, j'aime mieux prendre des cours, comment brosser la balle, comment faire le service, comment faire l'approche, comment faire le coup de revers. Et quand je me sens confortable, là, je vais commencer à jouer des parties. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que cette comparaison-là est boiteuse? Ou, Non, ça a beaucoup de sens. Seule chose que je ferais commentaire, c'est que des fois, c'est OK de juste lancer pour voir ce on peut faire. Par contre, pas si tu n'as pas vu le jeu. Donc, c'est comme dire, écoute, ça c'est le tennis, voici la balle, voici le racket, vas-y, sans jamais vu un match. Là, ça, c'est difficile. So, quand on dit peut-être de lire et montrer des codes donnés avant, c'est juste leur donner un petit goût et peut-être on leur lance dans le champ puis ils tombent, ils ne savent pas quoi faire. Mais c'est très, très, très épeurant des fois quand on n'a pas de succès au début. Je pense que beaucoup de personnes savent ça. Alors, j'aime ce que tu dis. Alors oui, de prendre des petits cours, de peut-être faire des sessions autodirigées avant de jouer dans le grand match. Mais pour moi, quand ça dit écrire et exécuter des codes tout de suite, je ne sais pas. Moi, je préfère lire avant. Dans le fond, si je termine mon commentaire, ça serait plus, si je te comprends bien, ça serait plutôt hybride un peu. Exact. So, pour la première année, on parle des événements séquentiels. C'est tout. C'est qu'en première année, il va falloir qu'il mette des choses en ordre. Marche, tourne, marche, Go.
et la série est faite. Il y a beaucoup de choses avec code.org, avec les studios, beaucoup de casse-tête et des choses autodirigées où les élèves peuvent se planter pour commencer, où les casse-tête disent « fais Angry Bird marcher 2 pas, puis met la flèche et puis ils sont tellement contents. » Si à la fin de la première année, les élèves sont capables de faire des événements séquentiels, ben c'est parfait. Ils peuvent les lire, ils peuvent les écrire et ils peuvent les modifier. On va revenir à la modification dans une seconde et la description. Deuxième année, c'est la même chose, des événements séquentiels, mais là, on ajoute des événements simultanés. Ça veut dire que 2 codes vont se passer en même temps. Alors, on a Angry Bird qui bouge, mais en même temps, un son qui joue. Et si on prend le son puis on le met en dessous dans une série, là, l'Angry Bird va jouer et ensuite le son va jouer. C'est pas ça ce qu'on veut. Les élèves vont vouloir que ça fait en même temps. Ça, c'est des codes simultanés. Qu'en deuxième année, on est en train d'apprendre que les choses peuvent arriver 2 fois à la fois. Pas les 2 choses qui sont pareilles, 2 différentes choses en même temps. Qu'est-ce qui arrive si je prends le son puis je mets en dessous? Ah là, l'élève dit, ben, mon son ne joue pas en même temps que mon Angry Bird bouge. Il vient tout juste de décrire l'incidence des changements sur les résultats. C'est 3.2. Quand les élèves sont capables de décrire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait un changement, ils comprennent le code. Ils sont capables d'aller voir et dire « Ah, OK, tu ne peux pas faire ça. Si tu enlèves ce bloc, le code fait ça. C'est pas ça ce que je veux. » Alors ça, c'est la description, de décrire ce que le code fait. Et on va revenir à ça. En troisième année, on a les événements séquentiels et les événements simultanés et les événements répétitifs. Ça, c'est quand on introduit d'abord la boucle, loop en anglais, la boucle, répétée 3 fois. Donc, on va rendre le code plus efficace en faisant ça. Au lieu de dire, OK, marcher 100 pas, tourne à la gauche 90 degrés et tu le répètes 4 fois. Et en première année, en deuxième année, that's OK, on va faire 4 fois. Mais rendu en troisième année, on va prendre la boucle et on va insérer 1 fois, répéter 4 fois. Ça, c'est où on est rendu en troisième année. En quatrième année, les événements séquentiels et simultanés et répétitifs et imbriqués. Imbriqués, c'est quand on prend un code puis on le met dans un autre code. En anglais, ils disent nested. Nested events, puis les événements imbriqués, c'est qu'on va prendre peut-être une structure de contrôle comme une boucle et on va le mettre à l'intérieur peut-être d'une boucle qui répète indéfiniment. Alors, pour créer peut-être une animation, les élèves vont répéter quelque chose dans une boucle qui est répétée. Donc, en quatrième année, on essaie d'aller vers des événements où on peut maintenant aller une étape de plus avec les boucles. En cinquième année, on parle des instructions conditionnelles. Alors, les blocs si, alors une condition. Si j'ai faim, alors je mange. Sinon, je ne mange pas. Les blocs si, alors, ce sont des structures de contrôle. En anglais, c'est if, then. Et tu vas entendre ça souvent parce que le codage, quand on écrit, c'est en anglais. Donc, if, then. Mais en français, avec Scratch et les autres blocs, ils disent si, alors. La même chose pour la sixième année, on parle des instructions conditionnelles, mais cette fois-ci, on va ajouter d'autres et on va rendre que ça soit plus efficace. Comment est-ce que je peux prendre mes structures et imbriquer dans différentes places pour que le code soit plus efficace? Et plus efficace veut dire le moins de lignes possible. Parce que quand on demande plus tard, quand ils sont plus grands, qu'ils tapent le code, on ne veut pas qu'ils continuent à taper des lignes non nécessaires. Alors, quand on parle de plus efficace, ça, c'est un mot que je vais utiliser souvent chez tes élèves. Peut-être vous allez voir un rythme, une série de codes et tout le monde est en train de voir, est-ce que j'aurais pu faire ça avec moins de blocs possibles? Ça, c'est rendre plus efficace. Aussi, en sixième année, c'est là où tu veux peut-être aller vers pas juste si, alors, mais si, alors, sinon. So, if, then, else. Donc, tu as une condition, mais 2 actions. Ça, c'est quand le code va lire, le programme va lire pour dire, OK, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui arrive? Si c'est ça, alors fais ça. Sinon, fais ça. On a des séries qui se passent tout partout. Ça semble un peu compliqué quand je le dis avec mes bras, mais on va voir des exemples. La 7e année et la 8e année, on prend un grand saut, puis on commence à voir c'est tous les mêmes critères, tous les mêmes blablabla, sauf que
ton blank, là, en septième, c'est les événements influencés par un dénombrement prédéfini et ou des sous-programmes et d'autres structures de contrôle. Alors, les événements, des dénombrements prédéfinis, c'est quand on commence à introduire des variables. Alors, peut-être on va dire, on va faire une minuterie, puis on dit, alors, créer une variable qui est minuterie, puis on va dire, quand le drapeau est cliqué, mets minuterie à 60. Et ensuite, on répète 60 fois, attend une seconde, et après ça, on va mettre un négatif 1 à minuterie. Et là, tout à coup, l'horloge découle. C'est quelque chose qui est prédéfini, des scores et autres choses qui est déjà dépendant du jeu ou de l'animation du programme, va avoir un différent résultat, mais quelque chose est déjà prédéfini. Alors, les sous-programmes, moi, j'aime utiliser les blocs en Scratch où tu peux créer tes propres blocs et que tu fais un appel à ton sous-programme. Ça rend ton code principal plus efficace. Une fois que tu commences ton code principal et puis que tu veux, disons, faire quelque chose qui répète plusieurs fois dans ton code, de créer une séquence à part, et on va le voir plus tard. Et là, une fois arrivé à le bloc inventé, on peut faire un appel à ce bloc. Ça, c'est des sous-programmes, des choses qui se passent en arrière-plan. Et finalement, en 8e année, l'analyse de données comporte des expressions boolean. Alors, si vous ne l'avez jamais entendu, George Boole est un mathématicien, il y a longtemps, il est vraiment vieux, et c'est lui qui avait mis évidence sur le vrai ou le faux, le oui ou le non. Alors, tu vas voir en Scratch et différents programmes que les blocs boolean sont en forme comme ceci. Et vous allez voir que ce soit 1 égale à ça, ou ceci est plus grand que ça, ou ceci est plus petit que ça. Tout ceci est soit vrai ou faux, oui ou non. Il n'y a pas d'autre question. Si le score est 50, si c'est égal à 50, alors change l'arrière-plan. Si la forme a un angle plus grand que 90 degrés, alors fais ceci. Alors, c'est oui ou non, vrai ou faux. Ça, c'est l'analyse de données en 8e année. On est en train d'utiliser des capteurs. Des capteurs sont comme des sensors pour aller lire le code et prendre une décision basée sur ce qui se passe dans le code. Alors, dépendant de ce qui se passe, les résultats peuvent changer. Si on est en train de poser une question, les blocs de demande et attendre, combien de côtés ta forme a-t-elle? Si la réponse est 5, alors le code va analyser la réponse et dépendant de la réponse, il va avoir une suite, vrai ou faux. Ça, c'est l'analyse de données en 8e année. OK, je vous présente mon infographie que j'ai créée. C'est très populaire. J'ai eu comme 32 000 retweets, quelque chose comme ça. Je me sens comme une vedette de YouTube, mais c'est pas vrai. Au moins que j'ai un fan maintenant. Mais j'ai créé cette infographie, puis c'est vraiment, vraiment facile à suivre. Si vous n'avez pas une idée de quoi faire, commence avec ça. Une fois que tu cliques sur l'image, il y a une petite activité pour représenter c'est quoi ton blank. OK? Alors, les blanks sont là, les beaux mots dans le curriculum qui manquent à chaque fois, ils sont tous là avec un exemple. Donc, si, par exemple, je choisis la 2e année, attends, je vais expliquer le glossaire est ici aussi, mais c'est aussi hyperlien dans l'infographie avec les termes nécessaires. Ce sont des termes que j'ai pris du curriculum, mais ils ont manqué beaucoup de choses, donc je les ai ajoutés, des mots que je trouve importants, et je les ai mis en anglais et en français pour être capable de cliquer et voir les deux définitions. So, si je clique, disons, on va aller ouvrir l'infographie en français. Désolée, j'ai demandé que mes enfants ne jouent pas des jeux vidéo pour ne pas prendre tout mon Internet. Je pense qu'ils écoutent, je ne sais pas. Alors, si on clique la 2e année, disons, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner un exemple. Alors, si je vois à l'intérieur, voici un code qui sont
simultanés, deux choses qui se passent en même temps. OK. Alors, je n'ai pas entendu le son. Peut-être que je n'ai pas bien partagé mon écran avec le son. Il va falloir peut-être que je gère ça. Mais il a fait un boing, pop. OK? Alors, le son arrive en même temps. So, ça, c'est juste un exemple de la deuxième année. Qu'est-ce qui se passe avec Nano? Qu'est-ce qui se passe avec oh, mon code n'est pas bien attaché. Attends 3 secondes, puis on va essayer ça encore. Ça va bien. Alors, vois-tu que l'effet, si je décris l'effet de ceci, c'est que mon bloc n'était pas bien attaché, donc mon code n'a pas bien joué. Oui, ça a bien joué parce que ça fait exactement ce que tu demandes de faire. Toutefois, maintenant, Nano va répondre à Giga, il va attendre 3 secondes avant. So, ça, ce sont des codes simultanés qui arrivent en même temps. Tu vois que ça joue en jaune, malgré le fait que le speech, là, le texte n'a pas joué avant 3 secondes, le code est en train de jouer. Il est en train d'attendre 3 secondes. Et j'attends 3 secondes parce que je ne veux pas interrompre mon ami qui parle en premier. Donc, c'est ça. Ça, c'est la deuxième année. Puis, je vais sauter à la 8e année. On va voir la grande différence. OK. Alors, certains codes aussi, j'ai ajouté des notes pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, en regardant ici, définir des formes, c'est un sous-programme qu'on introduit en 7e année. Donc, le code ici dit, quand je reçois un message, créer des formes. Parce que j'ai créé mon propre bloc, j'ai défini que ceci est créer des formes parce que je l'utilise plusieurs fois dans mon code. Alors, au lieu d'utiliser ça 3 différentes fois, j'ai créé mon propre bloc. L'analyse en 8e année, on voit que si on pose une question ici, combien de côtés votre forme a-t-elle? Dépendant de la réponse, alors je vais maximiser ça, dépendant de la réponse, ça dépend de ce qui se passe ici dans mon code. Donc ça, c'est une analyse, que le code va analyser la réponse et il va avoir une action. Là, ici, voici les blocs boolean dont je parlais tantôt. C'est que si la réponse est plus petite que 11, alors on saute tout à fait en bas de ma loupe. Alors, si c'est le cas, on continue à l'intérieur, mais si c'est plus grand que 11, on tombe à sinon. Alors, ce sont des séries basées sur des analyses. Si la réponse est moins que 8, est moins que 11, là, je saute ici. Si la réponse est 3, j'aime vos triangles. Si la réponse est 4, j'aime vos carrés. Si la réponse est 5, ainsi de suite. Ça, c'est l'analyse du code dans 8e année. On va retourner à la présentation parce que je pourrais parler de ça toute la nuit. Parlons-nous des 4 compétences de la grille d'évaluation. Alors, on sait connaissance et compréhension. C'est la construction du savoir à la matière. Soit tu connais ou non, la compréhension, des définitions. C'est quoi un événement séquentiel? C'est quoi ce bloc ici? Qu'est-ce que ce bloc fait? La compétence, habileté, la pensée, ça, c'est beaucoup la planification et la pensée critique et créative. Alors, beaucoup de pseudocode, ça tombe ici. Que les élèves, comme ils font la rédaction, le processus d'écriture avec une remue-ménage, une rédaction, etc., on tombe ici avec le pseudocode, la planification du code, les séries, la pensée critique et créative. OK? Les compétences communication, alors, est-ce que les élèves sont capables de décrire, expliquer, communiquer d'une certaine manière leur code. Et la mise en application, bien sûr, c'est de faire des liens entre des contextes familiers et la vraie vie. Alors, c'est là où on est en train de prendre le code puis faire une vraie chose, comme de créer une calculatrice qui marche. Comme mes élèves ont collé leur propre calculatrice, ils l'adorent. De créer des choses qui ont un lien avec la vraie vie. Alors, je vais juste vous donner une petite minute là. J'aimerais vous faire travailler un tout petit peu. Un Jamboard, si vous n'avez pas le lien déjà ouvert, je vais le mettre dans le chat. Et j'aimerais que vous mettez des exemples dans mon Jamboard avec soit un post-it ou un texte, comme vous voulez. Et on va écrire qu'est-ce que tu penses sur un exemple dans ta grille d'évaluation pour ton niveau d'études dans chaque boîte ici.
Alors, on a beaucoup de canards et autres choses. Moi, je vais commencer. Connaissance et compréhension, on va mettre pour la 8e année. Non, je vais faire 7e année. Je comprends le bloc, les blocs, disons. Avez-vous le droit pour modifier? Et je dois faire un refresh. Denis, tu n'as pas peur de parler. Es-tu capable de modifier ceci? Oh, oui, c'est beau. Alors, placez où vous voulez. Je peux décrire le résultat que j'ai apporté à mon code. Je comprends le bloc répété une fois. Je comprends comment imbriquer des codes. Je comprends le rôle de la boucle. Je peux utiliser le vocabulaire précis dans mon explication. Je comprends les variables. Cool. Personne ne veut toucher la mise en application. Celui-là est toujours très, très épeurant. Huitième année, je comprends les... Ah oui, c'est ça. Cool. Je peux créer une scène qui représente le schéma narratif de mon récit. J'adore une animation. Très cool. Je lis et je modifie. Oui, OK. Je peux décrire ce qui se passe si j'enlève le bloc X, Y et Z. Parfait. All right. OK. Je peux démontrer, je peux planifier mon code pour qu'il exécute un carré à l'aide d'une boucle. Je peux démontrer la décomposition des nombres. Cool. Ouais, je peux faire bouger le ballon et montrer la force par contact direct. Troisième année. Cool. J'utilise les blocs conditionnels dans mon code. Mais avec mise en application, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre ça en application si j'utilise les blocs? Je peux utiliser les blocs conditionnels pour représenter peut-être une calculatrice. Remettre le lien pour la présentation. Oui, je peux. Je vais juste aller chercher la copie. OK, cool. On va arrêter là. Il y a des belles choses. Je peux expliquer comment j'ai imbriqué mes codes. Alors, le Jamboard va être dans la présentation, sauf si vous voulez consulter ça plus tard encore. Très cool. Alors, maintenant, OK, so j'ai ressorti tous ces mots dont on devrait peut-être inclure dans nos grilles pour les 4 compétences. Donc, les 4 compétences et le codage. Alors, connaissance et compréhension, connaître, comprendre, identifier, écrire, exécuter, lire, expliquer, décrire, représenter. Les blocs, les fonctions, les actions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? L'habileté de la pensée, ça, c'est la planification, de planifier, inventer, analyser, décomposer, identifier, corriger. Ça, c'est grand là. Habileté de la pensée, de corriger et débugger. En codage, on dit débugger, debug. Il y a des bugs dans ton code, il y a des erreurs. Les élèves adorent ça. Madame, j'ai des bugs. Hein? OK, on va débugger. Penser de manière critique, créative et computationnelle.
C'est là où le pseudocode, la planification avec le pseudocode et le contexte de vraie vie, identifier et corriger des erreurs de syntaxe et des erreurs de logique à travers le débogage. C'est quoi la différence? Des erreurs de syntaxe et des erreurs de logique. C'est la même chose quand on corrige des résolutions de problèmes en mathématiques en général. Quand tu as un élève qui a tout le bon processus, tout est bien, mais ils ont fait un petit faute de calcul, comment on évalue ça? Est-ce qu'on lui donne un niveau 1? Pas d'habitude. On lui donne non plus un niveau 4. Donc, une erreur de syntaxe, c'est exactement la même chose qu'une erreur de calcul. Donc, son code, ça a tellement bien. C'est logique, ça suit le bon série, mais son code ne fonctionne pas parce qu'il a fait une faute de syntaxe quelque part. Puis, on va voir un exemple plus tard. Une erreur de logique, l'élève n'a vraiment pas bien mis en ordre ses blocs. Tu peux voir que la logique n'est pas là. Même chose avec les résolutions de problèmes dans les autres domaines de mathématiques. On essaie de faire l'ordre des opérations, mais c'est pas juste un calcul qui a fait de mal. Là. Il a tout fait pas dans le bon ordre. Même chose avec le code. Communication, les élèves expriment, organisent, expliquent, communiquent et décrivent. À l'oral ou en écrit avec des symboles, expliquer le processus et l'incidence des changements sur les résultats. Ça, c'est smack dans le code et ça répète à chaque année parce qu'on veut dire, ça ne fonctionne pas parce que tu as bougé ce bloc, mais si tu étais pour mettre ce bloc, ça, c'était le résultat. Ils sont capables de décrire les effets du changement si on modifie quelque chose. Mise en application, on veut appliquer, lire et modifier, transférer. Alors, si on prend une planification de pseudocodage, puis on le met dans un vrai script, utiliser pour servir quelque chose dans la vraie vie, déterminer, établir des liens. Appliquer les connaissances dans les nouveaux contextes en utilisant des codes familiers pour créer des nouveaux codes. Alors oui, j'avais déjà créé ceci la semaine passée. Là, je veux faire ça. Comment est-ce que je peux prendre un code que je sais déjà, puis je peux le faire même mieux que ça? OK, alors, pour sauver un peu de temps, on ne va pas exactement faire cette activité, mais j'ai demandé que vous autres, vous créez une copie. En cliquant ça crée une copie pour vous autres, puis vous commencez à remplir des tirets avec vos propres niveaux d'études. Mais on va juste sauter ça parce que je vous ai donné les réponses anyway. Alors, si tu cliques le dossier, c'est le même dossier que je vous ai partagé dans le chat. J'ai pris la liberté de créer mes propres grilles, mais encore une fois, c'est juste mon opinion de ce que je pense devrait être dans les grilles, basées sur mes connaissances de codage et tout ce que j'ai appris. Alors, la présentation est là. Et si j'ouvre une grille d'évaluation, chaque année, il va y avoir une grille à l'intérieur. Celui-là, c'est une copie d'une grille juste en général, alors où j'ai laissé tous les tirets vides. OK, alors tu vois, les blanks sont là. Mais j'ai mis en évidence en gras les mots dont je trouve où je pense que les mots devraient être, alors de représenter, comprendre, identifier, exécuter, etc. Habileté de la pensée, planifier, décompose, débugger, identifier. Communication, exprimer, organiser, décrire. Et mise en application, transfert, applique, lise, modifie, résout, établit des liens et des petites HH à la fin pour ça. Donc, dépendant de ton niveau d'étude, j'ai rempli des petits exemples pour vous. OK. Alors, 3 façons d'intégrer le codage. On ne veut pas coder juste pour coder, mais on peut. Mais il y a toujours un but. Alors, juste coder, on a une chose qu'on peut faire. On va donner une note à Algèbre C3. On va coder parce que le curriculum me dit de le faire. Ça, c'est un. Lorsque les élèves lisent, écrivent et modifient des codes afin de démontrer leur compétence du codage. On donne la grille C3, check, on a une note, on continue. C'est Noël. Tu aimes bien Noël. OK. Ça, c'est le fun. Moi, il neige beaucoup, alors c'est possible. Deuxième chose, le codage et les autres domaines en mathématiques. Ça, moi, je tombe beaucoup là. Alors, par exemple, les transformations en 7e année. Parce que j'enseigne la 7e, j'utilise beaucoup d'exemples.
Les translations, les réflexions, les rotations, tout peut se faire dans un jeu vidéo. Les élèves l'adorent. C'est là où j'ai 2 grilles. J'ai mes grilles de sens de l'espace, j'ai ma grille de codage, on intègre la numératie, tout est à l'intérieur. So, ça, c'est comment on peut aller chercher la probabilité, créer leur propre coin flipper, différentes choses, créer des suites avec algèbre. Il y a juste tellement de possibilités. J'essaie de ne pas juste coder pour coder parce qu'il y a tellement d'autres choses à couvrir dans l'année. Troisièmement, le codage et les autres programmes cadres, ça, c'est beaucoup de fun. Quand ils utilisent leurs compétences de codage pour créer des scènes, disons, comme une animation en religion, ils ont fait les 10 commandements. Donc, un petit bonhomme arrive et puis, hey, toi, et puis ils ont une animation, le schéma narratif. Dès la maternelle jardin avec Scratch Junior. Ils peuvent enregistrer leur voix. Ils utilisent des flèches. C'est tellement cool. Les sciences, les habitats. L'ours mange, comme je l'ai vu, que les élèves prennent l'ours, puis là, le bébé de manger, puis et ils expliquent l'habitat. Les possibilités sont juste tout partout. Éducation physique, en art drame, comment intégrer tout le codage à l'intérieur des différents programmes cadres. Oui, vous pouvez partager les grilles, il n'y a pas de problème. Pourquoi réinventer la roue quand je l'ai déjà faite? S'il y a des fautes de frappe, là, je change ça pour moi. All right. So, j'imagine qu'on a tellement de bonnes idées. Je pourrais parler toute la nuit de différentes choses qu'on a fait, mais ici, je veux qu'on fasse cette activité ici. C'est une doc collaboratif où vous pouvez modifier. Puis, j'aimerais que vous mettez juste des exemples et des idées de comment est-ce qu'on pourra intégrer le codage dans différentes façons. So, le codage pour coder. Alors, peut-être vous avez fait, tiens, je vais commencer, la calculatrice. Non, pas la calculatrice, que je vais juste parler de pour coder, Flappy Bird, apprendre les directions. Mais c'est vraiment impossible de ne pas intégrer différentes choses en maths parce que même apprendre les directions, ça c'est la première année où ils peuvent. Yeah, c'est vraiment impossible. C'est pour ça que je ne le fais pas. Trois suites, tracer les figures, oui. Créer. Tu sais du quoi, je vais juste même enlever cette colonne. Oh, moins que quelqu'un va y ajouter. Oui, mais sais-tu quoi, les suites croissantes, ça c'est un lien avec autre chose. Je supprime la ligne. Oh, je voulais pas faire ça. Undo. Je supprime la colonne parce que tout ce qu'on écrit dans cette colonne, coder pour coder, va avoir un lien en mathématiques. So, on va juste parler de ces 2 choses ici. Makey, cool. Études sociales, signes qui représentent les pionniers. Oui. Religion, les valeurs. Une prière. Oh, j'ai vu des élèves qui ont codé une prière, le petit bonhomme, et puis ils peuvent enregistrer leur propre voix avec Scratch aussi. So, c'est beaucoup de fun. Créer une danse. Avec les Spheros, une fois, on avait fait que ils ont synchronisé que les Spheros ont fait une danse avec la lumière noire, et puis on trempé les Spheros parce qu'ils sont imperméables dans la peinture noire. So, les Spheros ont fait une synchronisée en danse et en dramatique, c'était tellement cool. Une autre fois, il y avait un Sphero, j'ai vu un élève en secondaire qui a codé une scène dramatique avec 2 Spheros. Ils étaient en amour et ils sont passés à travers chaque sentiment. Alors, il y avait un dialogue que les élèves lisaient, mais c'était dans le noir. So, on ne voyait pas les élèves, on l'entendait, mais on voyait que les 2 Spheros. Et les lumières clignotaient. Alors, quand ils se sont cassés, il est devenu rouge, ils sont bougés plus vite. C'était tellement bien fait, une scène dramatique.
C'est comme Romeo et Juliet parce qu'un des studios est mort à la fin. Mais... OK, cool. Je vais vous laisser continuer avec ça. Je vais toutefois continuer parce que je suis pas mal impressionnée que je respecte mon horaire. Vous pouvez continuer. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma ligne ici. Je ne l'ai pas fait. Oups. J'ai dessiné sur mon écran comme je ne sais pas pourquoi et comment. Quoi? Tellement bizarre. OK. Alors, on va prendre une petite pause. Mais je resterai ici pour répondre à des questions parce que je sais que c'est beaucoup. Peut-être vous voulez prendre un petit café ou aller à la toilette et revenir. Les idées ne sont pas le problème. Mon problème, c'est le comment. Je dois jouer plus dans Scratch pour connaître les blocs. C'est ça, mais honnêtement, essayez avec vos élèves. Apprends en même temps. Utilise l'infographie et tout le monde commence au début, puis juste continuer. Oui, il faut pratiquer puis connaître un peu plus Scratch, mais les élèves, ils vont être capables. Aussi, Nathalie, Scratch a des cartes de défis, des cartes de tutoriels, et ils sont awesome. Tu peux juste donner les cartes aux élèves, c'est dans un PDF. Tu peux le mettre en Google Classroom et demande qu'ils suivent les tutoriels. Dans le site de Scratch, il y a des cinquantaines plus de tutoriels que les élèves peuvent explorer. Surtout Code, si tu fais les studios de Code, c'est autodirigé où eux, ils vont être à la tâche puis ils résolvent et tu peux circuler, mais toi aussi, tu peux faire les casse-têtes pour apprendre en même temps. Oui, sans accès au ordinateur, le codage débranché, c'est très populaire. Moi, j'ai seulement les Chromebooks 2 fois par semaine. Donc, je dois faire le codage sans ordi tout le temps. Alors, tiens, je vais mettre dans le chat csunplugged.org. Il y a un site qui a beaucoup d'activités débranchées. Si je voulais que les élèves créent un code qui dessine un pixel art, est-ce très difficile avec Scratch? Exemple, si oui, place un carré noir, si non, laisse blanc, ainsi de suite. Moi, je ferais des pixel art avec Google Google Sheets. Je l'ai vu plusieurs fois où tu peux faire une condition dans Google Sheets que si tu mets la lettre O, le carré devient bleu, disons. Si tu mets la lettre B, le carré devient bleu. Ou si tu as comme, disons, des additions, si la réponse est 7, là, la cellule devient différentes couleurs. Amanda? Oui. Hey, Oui. Eric, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Oui. J'ai une question. Pour les adultes, en andragogie, la formation des adultes, des enseignants et tout, quelle est l'approche que tu conseillerais? C'est-à-dire, tu as vu, pour toi, tu as dit dans ta slide 11 que le point 2 viendrait avant, puis le point 1 après, dans la slide 11 comme tu l'as écrit. Mais avec les adultes, quelle est l'approche la meilleure qui serait? Je ferais la même chose avec les adultes. Qu'ils lisent des codes, qu'ils voient des exemples, qu'ils modifient. Honnêtement, les cartes tutoriels de Scratch, c'est vraiment comment tu vas aller chercher les adultes. Ils sont capables de lire, sont capables de suivre les directives. Donc, en suivant les tutoriels, ils sont capables de créer tout de suite. Alors oui, je dirais la même chose que on demandera qu'ils lisent et voient des exemples, peut-être avec code.org et tout ça. Mais les cartes de défi, c'est là où je commencerai avec les profs. C'est ça ce qu'on fait. OK. Je voudrais juste, comme on est en pause, partager un exemple que j'ai utilisé dans les années passées avec les élèves. C'est-à-dire, je vais avec les choses de la vie quotidienne, par exemple, commencer à la maison, quels sont les robots. À l'époque, il y avait des robots encore dans les classes. Les robots qu'on a à la maison, machine à laver, le micro-ondes. On va à l'extérieur, les feux de circulation, etc. Oui. On va au mall, quand une porte automatique qui s'ouvre et tout. Donc, je leur explique un peu, tout ça, c'est du codage. Oui. Maintenant, observez ce que la lumière de circulation fait, puis écrivez-moi le code. Sans rien de tout, sans ordinateur, sans rien du tout.
écrivez-moi le code. Ils vont penser, puis il y en a même qui vont dire, oh, moi j'habite dans une petite ville. Quand on fait la boucle, refait rouge, après autant une minute, revient orange, puis il devient vert, puis fait la boucle pendant 24 heures. Puis ensuite, vendredi à minuit, des deux côtés commence à faire flasher la lumière orange parce qu'on est dans une petite ville, puis il n'y a pas beaucoup de circulation. Mhm. Il revient à la même boucle lundi à 5 heures du matin parce que c'est la semaine. Oui, alors c'est exactement la vraie programmation. Ça, c'est mis en application et de faire des liens. Quand est-ce qu'on utilisera des boucles de couleurs comme ça, avec des feux? C'est génial. Mhm. Très bien, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre document là? Encore des personnes qui écrivent. D'où vient cette ligne rouge? Cédric ou Louis, avez-vous dessiné sur l'écran? Peut-être un de mes co-hôtes ont fait quelque chose. Je ne sais Moi, pas. je n'ai pas rien fait. Je ne sais pas comment la ligne est venue là, mais c'est bizarre. Je peux te confirmer, Amanda, que je n'ai pas fait de ligne rouge. OK. OK. Oh, ben, tant mieux, on va juste avoir une ligne rouge. C'est ça ce qui se passe. Tu pourrais toujours arrêter puis repartir ton partage au pire, je pense. Ça devrait le remettre à zéro. OK, on va essayer ça. Cédric, tu es le champion de débogage. La ligne est partie. Rien comme la solution facile de le fermer puis de recommencer. Ça règle Exact. beaucoup de problèmes. Yup, yup. C'est ça. Alors, on va juste donner une autre minute, puis à 17 heures, on va continuer avec le bloc 2. J'espère que je n'ai pas perdu du monde. Et en revenant, on parlera de recueillir des traces pour l'évaluation. En parlant des séries d'instructions et du codage, je n'ai pas encore vu mes enfants parce que j'ai commencé la session avant que leurs autobus est venu. Mais j'ai écrit une note avec des séries d'instructions, puis j'ai mis une note sur ma porte de ne pas ouvrir la porte du tout. Alors, jusqu'à date, le code va très bien parce que personne ne m'a dérangé. On verra si le code a fonctionné après, si on peut suivre mes directives. OK, et on reprend. Il est 5 heures, 17 heures. On commence maintenant le bloc 2. Comment évaluer tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on recueille des données? Merci, Denis, d'activer ton caméra. Ta caméra, je sais que je ne suis pas seule maintenant. Éric Pongo est là. Je sais qu'il est là, mais... Oh. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Éric. OK, alors, parlons-nous de la triangulation un tout petit peu. Comment est-ce qu'on donne des tests sommatifs? Quand est-ce qu'on donne la note? Honnêtement, ça ne doit pas juste être des tests. C'est moins fun de donner des tests aussi, mais on peut utiliser des tests et on peut utiliser des productions et on peut utiliser des conversations. Alors, la conversation, j'encourage fortement de maximiser Flipgrid et Screencastify avec le code. Il n'y a rien de plus facile à corriger et voir ce que les élèves comprennent quand ils les expliquent. Aussi, une belle façon d'avoir une note de communication orale. Alors, quand on demande que les élèves enregistrent leur écran et montent leur code et décrivent ce qui se passe, on a une vraiment bonne idée de s'ils comprennent ou non. Des observations aussi, de créer vos propres feuilles de route, des grilles d'observation avec des mots. Est-ce que l'élève comprend ce mot? Check, check, check. Google Keep, Google Forms, Microsoft Forms, différentes façons de garder tes traces en observant les élèves en action. Quand ils font du pseudocode, quand ils font du code débranché, quand ils sont en train de faire leur propre
discussion et on entend ce que tu vas entendre parce qu'il en parle. Regarde ce que j'ai fait. Comment tu fais ça? Ben, alors, tu vas entendre tout ça. Et finalement, les productions. Alors, quand les élèves créent leur propre projet, disons en Scratch, qu'ils peuvent peut-être sauvegarder dans un studio, et on parlera de ça encore plus tard, à différentes applications comme Docs, Slides, Sheets, tout partout quand ils utilisent les apps pour avoir une production de codage. Denis, je t'entends pas? OK, c'est ma faute. Chez les plus vieux, probablement que pour faire des observations, des grilles même d'observation pourraient être faites avec les élèves. Ils pourraient s'impliquer dans la fabrication des grilles. Est-ce que c'est possible? Oh oui, parce que tu n'as pas le temps pour ça. Oui, 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 les élèves peuvent faire leur propre grille. Co-construire tes critères. Ils aiment évaluer l'un et l'autre. Alors, évaluation par les pairs. Non, tu n'as pas bien mis ton bloc. Alors, oui, tout ça implique tes élèves. Tu n'as pas besoin de tout faire le soir jusqu'à 2 heures du matin. C'est pas possible, c'est pas évident. Alors, je pense de différentes façons. Comment est-ce que je peux recueillir toutes ces traces pour être capable de donner une vraie évaluation à ces élèves-là? J'ai mis une petite screenshot ici, puis ça va revenir dans la présentation, mais c'est un Google Slide que j'ai utilisé dans un test de translation. C'est une évaluation sommative en translation où les élèves ont dû ouvrir un programme de Scratch, mon propre animation, et Scratch a couru les bases dans baseball. Puis j'ai demandé de décrire l'effet de la translation entre la première et la deuxième base. Donc, 2 shots, il décrit sa translation et il est en train de décrire un effet d'un changement. Ça, c'était de l'art. OK, évaluer la lecture. Alors, c'est 3.2. OK? Fournir des exemples avec des captures d'écran. Par exemple, ma classe est en train de créer son jeu vidéo. Ils ont pris des captures d'écran de leur code, ils ont mis dans un Google Docs que j'ai fourni, puis ils expliquent ce qui se passe. Ça, c'est pas juste des captures d'écran pour les élèves, mais que tu fournis des captures d'écran. Je vais te montrer des exemples. On va juste demander qu'on mette les micros en sourdine. Excuse. OK. Et évaluer. Est-ce que l'élève comprend le code lu? Est-ce que l'élève est capable de bien expliquer et décrire la série du code? Ça, c'est une question quand les élèves lisent des codes. OK, on va faire une petite activité. Si vous voulez cliquer sur le Google Form, voici un exemple dont je parle, de prendre des captures d'écran. Alors, moi, j'avais créé sur différentes formes en Scratch. Demande à tes élèves de le faire. Ils vont le faire pour toi. Et puis, regarde, alors si vous voulez remplir le formulaire, ce serait du fun d'essayer de voir si tu peux choisir quelle forme est quoi, puis on va voir les réponses dans une seconde. Donc, vous avez 2 minutes à compléter ça. Je vais mettre le lien dans le chat si vous n'avez pas accès à la présentation. Si je peux trouver le chat. Je ne veux pas que vous voyez mes réponses. Je vais attendre. Une fois terminé, si tu pourrais juste mettre fini ou terminé ou OK dans le chat, je vais savoir que c'est le temps de continuer. Bravo, Camille. 5 réponses. Sept réponses. Fini, 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 fini. OK. Combien de personnes ont eu parfait? Hmm. 15 réponses.
OK. OK. Alors, voyons les réponses. Donc, celui-ci, on avait dit répète 3 fois, avancer 100 pas, attends, puis tourne à 120 degrés. Et oui, c'est un triangle. Celui-ci, tourner 4 fois, 90 degrés, eh bien, c'est un carré que représente ce code, mais là, ça devient un peu plus difficile, mais si on répète la série, puis c'est avancer 200 pas, tourner de 90 degrés, 200 pas, et ensuite 100 pas, et on répète ça 2 fois, c'est un rectangle. Et finalement, quand on avance de 200 pas et on tourne de 110 degrés, alors on attend encore et on tourne de 75 degrés et on attend et puis finalement à la fin, on avance de 75 pas, 110 plus 70 est 180, alors l'angle est complémentaire et c'est un parallélogramme. Alors un rectangle dans le vent. Ça, c'est une belle façon de juste avoir vraiment une bonne idée de est-ce que l'élève est dans le champ, est-ce que l'élève comprend après avoir lu le code. Évaluer la lecture à partir de Flipgrid. Oh, que je l'adore. Je vais vous montrer 2 petits-enfants. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez comme niveau si vous étiez pour donner une évaluation, tu as ta grille d'évaluation ouverte pour la compréhension et l'explication de la lecture du code de Tyler, qui est en 2e année. Oh, attends une minute. Avant que je commence, si on n'entend pas le son, je pense que je vais arrêter mon partage puis redémarrer encore. Non, il n'y a pas de son. Alors, juste donne-moi une seconde, désolé. Share sound. OK. Alors, juste donne-moi une seconde, désolé. Oh, il y a un délai. Share sound. Je pense que c'est parce que YouTube est ouvert ici. Okay. C'est ma diffusion live. OK, on est prêt pour Tyler. Bonjour les amis. Quand tu cliques sur le drapeau vert, expliquez, répétez 3 fois. Avancer de 100 pas, entendre 1 seconde, tourner de 20 degrés. Au revoir. OK. Alors, la question est, si j'étais pour changer le numéro 3 dans le bloc répété, est-ce que tu penses que le code fera toujours la même chose et pourquoi? Même malgré le fait que Tyler est super cute et elle a vraiment bien lu le code, elle n'a pas du tout expliqué ce qui se passe. Alors, dans le code, dans le chat, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant-là comme rétroaction? Qu'est-ce qu'on pensera niveau quoi? Sache qu'elle a juste littéralement lu les blocs qu'elle a vus. C'est du niveau 1, niveau 2, niveau 1. La critère d'évaluation sera de décrire l'effet d'un changement. Merci, Nathalie. Elle n'a pas analysé, elle ne peut pas décrire l'incident du changement. Niveau 1, tu as raison. Moi, je dirais niveau 1. Peut-être si j'étais dans une bonne humeur, niveau 2. Je lui donne un niveau 2 parce que c'est ma fille, puis elle est super cute. Mais elle n'a pas bien lu les directives et je ne pensais pas lui faire refaire. Je voulais montrer un échantillon d'un niveau 1. Et l'autre, oui, c'est ça, Geneviève, elle n'a pas compris. J'aurais demandé qu'elle le refasse aussi. Et voilà, Jordan en 5e année, donc un exemple d'un cycle moyen. Qu'est-ce qui se passe dans ce code est que quand tu cliques le arrow droite, ton caractère va bouger 10 pas. Et ça va continuer quand tu cliques le arrow droite, continuer, car c'est dans un boîte répétage
et ça va continuer jusqu'à temps que tu lui dis pour arrêter. OK, alors un peu plus de substance pour celui-là. La question était... Si je retourne, je vais aller chercher la réponse. Oups, Daisy, désolé, donne-moi une seconde. Jordan, lecture. Donc, c'était plutôt lire le code suivant, qu'est-ce qui se passe. Alors, je pense qu'elle a bien expliqué. Elle a pu lire ceci pour comprendre ce que son bonhomme est en train de faire. Alors, peut-être, vous pouviez laisser dans le chat comme niveau quoi, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer. Si ça, c'était tes élèves, ton élève, qu'est-ce que tu dirais à ton élève? Oh non, vous avez désactivé Flipgrid? Oh, j'utilise Flipgrid comme chaque jour. Je l'adore. C'est tellement une belle façon de recueillir des traces pour communication orale. J'ai des élèves qui n'aiment pas bien parler devant les autres, mais ils font ça tout le temps. OK, Tricia donne un niveau 3 à Jordan. Qu'est-ce qu'on donnera comme prochaines étapes? Et pourquoi? Oh, Screencastify, OK. Oui, ça marche aussi. C'est juste moins fun, je pense, Screencastify. Mais ça fonctionne. Comme rétroaction, elle a expliqué ce qui se passe. Les termes justes, exact. Alors, les boucles, les arrows, je l'ai fait le matin. Elle vient tout juste de réveiller il y a quelques jours, mais quand même, les termes. Pratiquer les termes justes, ce n'est pas un bloc de répétage, c'est une boucle, comme vous disiez, répétée indéfiniment. Toutefois, elle est sur la bonne piste. Elle comprend, elle est en train de comprendre le code, mais sa prochaine étape, c'est de vraiment en communication avec le bon vocabulaire. Cool. Elle a lu le code et ce qui se passe. Elle pourra ajouter pourquoi. Tu as raison. Alors, beaucoup de prochaines étapes avec ça. Évaluer la description. Les élèves peuvent décrire l'incidence d'un changement sur les résultats. Les élèves peuvent décrire la série du code eux-mêmes en démarrant ou sans démarrer le programme. So, ce que j'ai ici, je vais vous montrer un exemple, éventuellement. Ma chauve-souris, j'adore ce code. Alors, en fait, par chance, ce n'était pas planifié du tout, je promets, que j'ai fait cette analyse avec mes élèves aujourd'hui en 7e année, où j'ai expliqué trajectoire avec eux. Alors, on est allé au-delà de la 7e année avec les mathématiques, où on a pu parler de la trajectoire. Alors, en lisant ce code ici, ça, c'est un code que j'ai créé. Vu que je suis logué dans mon compte, je n'ai pas fait un remix ou rien, so je ne vais pas trop changer. Mais ce que je fais avec eux aujourd'hui, la leçon littéralement que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'on a lu ce code. Et ils sont pas mal au début parce que je viens juste de rentrer dans leur classe au mois de janvier. So, ils savent le code, mais ils sont tout au début. So, quand la flèche droite est pressée, ils ont toutes les bonnes directions. Et là, on dit en même temps que si la touche espace est pressée en même temps que la flèche droite, alors on va demander que la chauve-souris glisse. Et là, on a utilisé des opérateurs pour ces coordonnées. On va demander que la chauve-souris se déplace sur les axes des X par 50 pixels en même temps qu'il se déplace 100 pixels en haut. Alors, en effet, il est en train d'aller 5 vers la droite et 100 vers le haut. OK, alors on est rendu en haut de notre pente. Maintenant, on a besoin de descendre dans le prochain bloc, dans 0.5 secondes. On va continuer à ajouter 50, qui est positif, mais on va descendre avec nos Y. J'ai posé la question aujourd'hui, si j'aurais mis négatif ici, négatif 50, venez au tableau, puis dessine comment il va sauter. Donc, j'ai donné différents scénarios. L'effet du changement de ce bloc, les élèves ont venu au tableau, puis ont dessiné, ils ont monté, et il a descendu, mais il a reculé. Et je l'ai fait comme exemple que je saute, mais je reviens. L'effet de cette faute de syntaxe, l'erreur de syntaxe ici, change tout le code.
Alors, si l'élève est capable de tout faire ceci, puis mais il a mis négatif, là, le code, tu vas voir. Si je joue le code et je fais sauter ma chauve-souris, regarde, il revient. Si je remets comme il faut, je vais claquer ça. Là, la chauve-souris, il va lent parce que je suis en train de diffuser. Ça ralentit le programme. Mais il va sauter comme il faut. Là, j'ai demandé, OK, si on fait un changement avec 100 et on met que ce n'est pas un négatif 100 en descendant, est-ce qu'il va descendre? Mais non, madame, il va juste sauter plus haut. Et ils ont raison. Alors, si on met ça, on va le mettre comme ça. Et juste continuer à aller plus haut. Alors, si les élèves à l'oral sont en train d'avoir ces conversations, et on l'a fait aujourd'hui, ils peuvent décrire les effets du changement sur les résultats. Ça, c'est la description. Si on fait des modifications à un code qui existe déjà, est-ce qu'ils sont capables de décrire ce qui se passe ici? Alors, par exemple, la chauve-souris qui change des costumes. Alors, voici sa costume. Costume A, costume B, costume A, B, A, B. Alors, ça a l'air comme il vole. Est-ce qu'il vole? Non, mais ça a l'air comme il vole. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève ce bloc? Et qu'est-ce qui arrive si j'enlève ce bloc? Les structures, je vais juste ajouter les structures de contrôle. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève les blocs attendre? Avant de jouer le code, prédit. Oui, j'ai dessiné les nuages animés en arrière avec Paint comme dans 3 secondes. L'ordinateur va plus vite que l'œil humain. Exact. L'ordinateur va plus vite que l'œil nu, alors on ne va pas voir. Il ne va pas bouger. So, si je clique ça, oui, je n'ai pas de changement de costume. Non, ça va trop vite. J'étais tellement fière aujourd'hui parce que j'ai entendu une élève dire il faut que tu ralentis ton code avec un bloc d'attendre. I'm like, wouh! Il est en train d'apprendre. Il faut qu'on ralentit. Là, j'ai dit, OK, disons que j'avais 0,5 secondes là et j'ai 0,5 secondes là. Il est en train de voler à un rythme équilibré. Avant que je change les données, je pose la question. Si je voulais qu'il vole plus vite, qu'est-ce que je vais changer dans ce code? Je veux que ça a l'air comme il vole plus vite. Alors, donne-moi un exemple dans le chat, si vous voulez, ou à l'oral. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Est-ce qu'on va aller avec un nom plus grand ou plus petit? Diminuer le temps d'attente. OK, alors, Philippe dit 0. Oui, plus petit, 0,2. OK. Tiens, on va même aller à millième de près parce qu'il va aller vraiment, vraiment vite. Mais pourquoi est-ce qu'il a l'air que super bizarre? Il a l'air comme il va tomber, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec mon code maintenant? D'écrire les changements. Tu dois le faire dans l'autre bloc aussi. Oui, exact. Parce que il est en train d'aller vraiment vite, mais pas vraiment vite. Vraiment vite, mais ce n'est pas symétrique. Exact. So, on va faire 0,002, mais regarde, il vole maintenant. Il rit quand il va très, très vite. Alors, ça, c'est la description, c'est des conversations. Tu n'as pas besoin de Chromebooks pour ça. Si tu as un tableau tactile, moi, je n'avais pas de Chromebooks aujourd'hui, mais on a fait toute une grande leçon de discussion et d'analyse, aller au tableau, dessiner les pentes. Alors, c'est ça, la description. Encore une fois, ça, c'est l'exemple que j'ai utilisé dans un de mes tests de translation. Alors, la description décrivait l'effet de sa translation entre la première et la deuxième base. Alors, d'utiliser le bon vocabulaire. Alors, Scratch bouge par des pixels, Scratchy. Alors, Scratchy a subi une translation de 400 pixels à la droite et donc, ils utilisent le bon vocabulaire puis ils le décrivent à l'écrit. OK, alors on va évaluer Isabella, une élève de ma classe. Les 2 autres étaient mes propres enfants. J'ai un enfant en 6e année aussi, mais il est anglophone, puis il voulait le faire, mais j'ai dit non, excuse. Donc, j'ai choisi une de mes élèves. OK. Alors, les
les 3 premiers blocs et le petit bloc d'action de si la flèche gauche est touchée, ces blocs sont bien. Mais pour le 3e bloc, c'est s'orienter à 180 degrés, mais ça doit être négatif 90, car maintenant 180, c'est comme le split va aller par là, ça va aller comme un flip, mais tu veux que ça fasse comme là, comme ça fait la réflexion comme ça. Et tu as aussi besoin de fixer le sens de rotation de droite à gauche. Et au lieu d'ajouter 10 à Y, tu dois le changer à ajouter 10 à X. Pour la flèche droite, tu dois enlever le négatif, car maintenant c'est comme cela. Mais tu veux que ça va de l'autre côté. Le fixer de le sens de rotation est bon. Et tu dois juste faire ajouter positif. OK. 10. Alors, c'est bien expliqué, mais j'aimerais vous montrer c'est quoi les critères. Explique pourquoi ce code ne fonctionne pas exactement comme désiré. Si tu étais pour changer quelques blocs, décrire l'effet du changement sur les résultats. C'était très évident qu'elle a compris comment débugger ce code. Elle a bien expliqué ce qui marche bien et elle a expliqué ce qui ne marche pas bien et qu'est-ce qu'il faut changer dans le code. Alors, moi, je dirais un niveau 4 parce qu'elle a utilisé les bons termes et elle a pu débugger juste en regardant une image. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous une autre opinion? Je pense qu'elle a compris ce que ça devait faire en regardant. Parce que si on fait un peu de logique, là, si on touche la flèche à gauche, d'habitude, on veut que notre bonhomme se déplace dans une certaine direction. So, je pense qu'elle a inféré avec l'image que, OK, si on touche la flèche droite, puis un bonhomme va en reculant, là, c'est pas exactement ce qu'on veut. Mais tu as raison, peut-être que j'aurais pu mettre dans la question, je veux que le bonhomme se déplace selon les flèches. C'est ça. Niveau 4. Cool. OK, à votre tour. Alors, voici votre tâche. Lire le code suivant et faire une prédiction de l'incidence des changements sur les résultats. Si je change le bloc, attendre à 0.5 secondes. Donc, le lien vers le code est là. Le lien vers le Flipgrid est là. Vous allez vous-même prendre juste 2 minutes à enregistrer une vidéo. Ce serait beaucoup de fun. J'apprécierais ça. Je vais ouvrir le programme de Scratch pour vous montrer un peu plus proche ce qui se passe. Alors, la question encore, et c'est dans le Flipgrid, si j'étais pour changer le bloc, attendre, si je change les données à 0.5 et le code est pour le sous. Quel sera l'effet de mon changement? Alors, si vous ne l'avez jamais utilisé Flipgrid, ça, c'est ce que je vois comme enseignant. Et je vous ai envoyé le lien pour que vous puissiez enregistrer vos réponses. J'espère qu'au moins une personne est assez courageuse d'enregistrer. Louis, c'est toi? Zéro réponse, zéro view, zéro commentaire. C'est triste, mon Flipgrid. Non, non, ce n'est pas moi. Dépasse la connaissance techno, il n'y a pas de problème. Alors, je veux que vous... Tiens, je vais mettre le lien dans le chat, en fait. J'aimerais que vous répondez comme les élèves ont fait dans un Flipgrid. Oui, je mets le Flipgrid là. Trop de bruit à la maison, yeah, je comprends. Le sous-tournoi... Oh, chut, Céleste, ne dis pas la réponse. OK, Trisha va le faire. OK. Alors, j'ai mis le lien dans le chat de Flipgrid.
Oh oui, tu avais dit ça. Désolée, Geneviève. On va donner quelques secondes à Trisha, au moins la personne qui va répondre pour nous. Oh, Nathalie, winner, winner. Zéro réponse, zéro view, zéro Salut, je pense que le sou va être C'est beaucoup triste. plus Je lent. pense que le sou va être plus lent. Ça explique le doigt. Et j'ai vu des chiens, j'ai vu tantôt des chiens qui marchent. Soumis, OK. Allô? Alors, quant à moi, si on attend 0,5 secondes au lieu de 0,4, le changement de costume sera plus lent. OK. Ça a coupé. Le costume sera plus lent. Vous êtes bon. Et d'abord, si je mets que mon sou bouge plus lentement, et vous avez raison. Et donc, le sou tournera plus lentement était la fin. Compris. Exactement. Donc, on a pu expliquer. Et je vais remettre ça au cas que je l'utilise une autre fois. Qu'est-ce que j'avais avant? 0.4? 0.04. OK. On va garder ça comme ça. Vous êtes bon. OK. Et on est un peu en avance. Regarde-moi. OK. Évaluer la modification. Alors, ça c'est vraiment beaucoup de fun. Le remixage. Remix, c'est un mot que tu vas entendre souvent. Et c'est tout à fait OK de faire des remixes en codage. On invite les élèves à partager, copier du code de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle remix, OK? Donc, le remixage. Denis, j'ai eu un conflit avec Flipgrid. Je n'ai pu le faire malgré les paramètres pour empêcher de bloquer. Ah, désolé, Denis. Mais tu as compris le concept? OK, parfait. So, partager les codes avec les élèves et demander qu'ils font un remixage du code. Les élèves peuvent partager leur code entre eux. Évaluer. Est-ce que les élèves sont capables de faire les modifications nécessaires afin de rendre le code soit plus efficace ou fonctionnel? Désolé, il y a un petit faute là. Je vous donne des exemples. Est-ce que vous savez c'est quoi le remixage avec Scratch? OK. Le bouton ici démontre c'est quoi le remix. Alors, je vais aller lentement. Il va falloir que je me désinscris d'un de mes comptes et que je me log avec un autre compte parce que je ne peux pas remixer mon propre travail, évidemment. J'ai plusieurs comptes Scratch, donc ce n'est pas un problème. OK, le bouton vert ici de remix, c'est le bouton que tu veux que tes élèves utilisent. Donc, activité remix. Oui. Justement, à propos du remix, là, ça veut dire que dès qu'on envoie le lien à l'élève d'un travail qu'on a enregistré, si on leur envoie le lien, ils ont le bouton remix automatiquement? Ou? Exactement. Oui. Et ils ne peuvent pas modifier ton code sans le faire de toute façon. Donc, n'aie pas peur que les élèves vont comme changer ton code original. Donc, s'ils utilisent le bouton remix, ça ne touchera pas à l'original. Oui, ça ne touchera pas à l'original de toute façon. Ils ne sont pas capables de faire des modifications sans faire un remix. Et le bouton, quand tu fais des remixes, maintenant, le code lui appartient. OK. So, c'est comme créer une copie. C'est comme créer une photocopie. Comme dans Google, créer une copie en mode lecture. Exactement. Mais en mode écriture. Parce que les élèves peuvent maintenant modifier. C'est-à-dire tu partages en mode lecture seulement et eux, il faut créer une copie pour avoir le mode lecture. Exactement, tu as raison, oui. OK. OK. Alors, je vais vous demander de remixer ce code. Vous pouvez faire n'importe quoi. Je n'ai pas donné des directives spécifiques. Je vous ai demandé de vous loguer avec un compte. J'ai envoyé un courriel en demandant que vous créez un compte de Scratch. Et si c'est le cas, vous allez remixer ce code, juste faire n'importe quel changement, et tu vas soumettre le code dans un studio
qui s'appelle les instituts d'hiver. Et je vais vous montrer c'est quoi. Donc, une fois que j'ouvre ça, OK, je suis vous autres ou un élève, mais il faut que je change mon compte de Scratch. Donc, donne-moi une seconde. OK. Déconnecter. Connecter. OK, je vais essayer ça encore. OK, on voit le bouton vert. Je n'avais pas ça avant parce que c'était mon propre compte. Mais maintenant, je peux faire un remixage en cours. Stanley veut se déplacer. Pourriez-vous aider Stanley en modifiant ce code? Donc, tu peux laisser des petites notes pour tes élèves. Donc, je suis un élève, j'ai reçu ce code de mon enseignant, puis Stanley veut bouger. OK, alors il va falloir que je joue avec le code. Puis, je déplace Stanley. Peut-être qu'il peut dire bonjour. Ensuite, il avance 700 pas à la gauche. Et puis, bonjour. Boop. OK. C'est assez. Je suis très contente avec mon code. Alors, si on peut regarder juste rapidement mon écran, je vous montre les prochaines étapes. Alors, j'ai fait un remix. J'ai modifié. J'ai ajouté un bloc. Là, il se déplace. Je suis satisfaite avec mon code. Je vais peut-être renommer ça. Pas nécessaire, mais on peut. J'enregistre mon progrès. Et maintenant, il faut que je partage. Donc, le bouton orange, pour être capable de partager avec mon enseignant, je dois rendre ceci partagé. Tu es à ta page d'accueil. Félicitations pour avoir partagé votre projet. Blablabla. On peut encourager que les élèves donnent des directives ici. Je pense que c'est une bonne idée pour qu'ils introduisent leur projet. Inférieur à la droite, si vous voyez le bouton « Ajouter au studio ». C'est là où tu peux... Oh, darn! Parce que je me suis déloguée de mon compte. Je ne suis pas membre de notre classe. Et puis, il va y avoir un bouton ici qui dit « Institut d'hiver » parce que j'ai créé mon propre studio qui s'appelle « Institut d'hiver ». Donc, tes élèves vont avoir une option d'insérer. Et puis, je vais vous montrer. Si j'ouvre, je vais déconnecter encore. C'est déconnecté. Vu que je suis enseignante de cette salle de classe, ça va peut-être l'air un peu différent que vous autres. Mais si je vais à un de mes projets, et disons que je voulais sauter avec Scratch dans ce studio, voici la page d'accueil. Ajouter au studio. Là, j'ai plusieurs. Et il faudra que je trouve les instituts d'hiver. C'est parce que j'ai plusieurs studios créés avec ce compte. Là, je clique les instituts d'hiver. D'accord? Et maintenant, mon travail est dans la classe. Donc, comme enseignante, j'ouvre mes classes. J'ai créé Demo Centre Franco. J'ai 28 élèves, c'est vous autres. J'ai un studio. Alors, quand je clique le studio, il y a 2 personnes qui ont remis dans le studio. Alors, on a Canard 1, 2, 3. So, je suis l'enseignante et là, j'ai le travail à tout le monde. So, je vais ouvrir ça, puis je suis capable d'aller voir le travail de mon élève. Je vais voir à l'intérieur. Même chose que moi j'ai fait. C'est comme ça qu'on va garder des traces du travail des élèves. Vous pouvez également demander qu'ils partagent le lien vers leur Scratch dans peut-être un doc collaboratif ou quelque chose, mais moi, je trouve que c'est plus facile de garder dans le studio. Mais une chose que je fais souvent, c'est que je demande si, par exemple, le jeu vidéo, je les ai donné des questions associées, like une page d'accueil, et je demande qu'ils collent le lien dans cette page aussi. Donc, quand je suis à Google Classroom et ils soumettent leurs slides ou leur doc, le lien est encore là. Je n'ai pas besoin d'aller dans le studio si je ne veux pas, mais ils sont tous là. Mais je peux aller rapidement dans leur doc
prendre le lien. So, si j'étais un élève, vous voyez tu vois ça? Le lien est toujours scratch.mit.edu, ligne oblique projet, ligne oblique et un code. C'est pas mal propre comme code, c'est toujours la même avec différents codes. Et c'est comme ça que les élèves peuvent coller le lien dans des projets et les ajouter dans le studio. Alors, étape 1, tu crées un compte enseignant de Scratch. Tu crées des classes et tu invites tes élèves à partir d'un lien, comme j'ai fait pour vous autres. Donc, vous avez cliqué un lien, puis vous avez juste dû créer un petit compte. Et étape 3, c'est que les élèves, tu crées des studios pour les élèves et puis ils soumettent comme à Google Classroom. C'est comme très semblable à Classroom. Bon, si je continue, je vous ai donné un exemple ou deux par niveau d'études. Je ne sais pas si j'ai réussi à soumettre. OK, je vais vérifier dans une seconde, Trisha. Alors, j'ai donné des exemples à remixer. So, si ça vous tente, vas-y explorer des niveaux d'études. Trisha est correct aussi. Parfait. Je me sens comme on est des amis. Alors, so, si je clique la première année, disons, et là, je demande, je n'aurai pas le bouton Remix parce que je suis dans mon propre compte et j'ai créé ce code. Mais disons que l'élève clique Remix, OK? Et ensuite, Stanley versus déplacé, c'est la même question que je viens juste vous donner comme première année. Ça, c'est je l'avais en ça, c'était censé être première année, je pense. Et en deuxième année, je vais retourner. Boum, boum. Deuxième année, quand tu vois des choses comme ceci, c'est des exemples de reconstruire. Ça, c'est mon activité préférée. C'est que je prends un code qui existe, que peut-être un élève a créé ou moi j'ai créé, et je enlève les blocs, puis je les mélange. Là, je fournis le code à l'élève. Le carré, reconstruire. So, si j'ouvre ça, l'élève va faire un remix et ils vont mettre en ordre les blocs pour que le code crée son carré jaune. Ça, c'est beaucoup de fun et ça, c'est la modification. Donc, de lire et modifier du code avant d'exécuter et écrire. J'ai donné d'autres exemples de reconstruire en troisième année. Et en quatrième année, et des picots à dessiner 3 triangles, reconstruire encore une autre reconstruction. Ici, il manque qu'un seul bloc dans la série du code. Donc, ça, c'est des données données manquantes. OK? Alors, c'est là où tu vas devoir aller prendre les blocs et essayer que le code fonctionne. Céleste, je ne vois pas l'icône partagée. Est-ce que tu es bien logué dans Scratch? Parce que si tu ne laisses sans compte, tu n'es pas capable de partager. Il va falloir que tu te logues avec ton compte. Sixième année aussi, même chose, j'ai enlevé des données. Alors, pouvez-vous aider à faire nager Fishy? Alors, à vous d'ajouter. Si, Kim, es-tu inscrit dans notre cours que j'ai envoyé par courriel l'autre jour? Dans notre classe, Demo San Franco? Sinon, tu ne verras pas le studio. Probablement pas. OK. Amanda, moi, je me suis inscrite, puis j'arrive pas à rentrer de nouveau dans cette classe-là. Je ne sais pas comment faire. As-tu oublié ton mot de passe? Ça, c'est la question que je demande à mes élèves premièrement. En fait, je pense que c'est correct, là. Es-tu bien logué? J'ai cliqué sur le lien que tu nous avais donné tantôt pour entrer dans le projet. Est-ce que là, à ce moment-là, je peux juste me connecter à partir du projet? Mais regarde, est-ce que ton nom est bien affiché ici? Ou à la droite? Pas en ce moment. OK. Alors, si tu dois te connecter, ensuite, clique le lien encore. Céleste, est-ce que tu vois que ton nom est bien affiché ici?
Là, je ne suis pas dedans en même temps. Là. Il va falloir que je retourne voir, mais je vais réessayer puis je vois si ça marche. OK, parfait. So, reconstruire, c'est beaucoup de fun. Faire des modifications, remettre des données qui manquent, ça, c'est beaucoup de fun. 7e année, excusez, c'est un peu lent. La 7e et 8e année, c'était juste de faire un petit changement. J'ai demandé de faire que le jeu devienne plus difficile en 7e, alors de changer les données dans les blocs boolean. Alors peut-être au lieu que quand la minuterie est à 50, on change que ça soit à 40 avant qu'on ajoute 10 points au score. Donc le jeu, en fait, devient plus difficile parce que si tu joues l'exemple de 7e année, tu vas voir que le poisson essaie d'éviter des obstacles. Et le plus longtemps que la minuterie s'écoule, plus difficile que ça devient. Alors, si on change le code, si minuterie égale à 40, ça veut dire qu'il y a encore 10 secondes à attendre avant de gagner des points. Là, j'ai dit de mettre la taille de la poisson à 90 de sa taille initiale. Ça veut dire que le poisson devient plus petit, qui est plus facile d'éviter des obstacles. Alors, si j'aurais changé que le poisson, disons, change à seulement 95% de sa taille initiale, là, c'est plus difficile que le poisson plus grand. Donc, beaucoup de changements que tu peux faire pour soit rendre le jeu plus facile, plus difficile. En 8e année, j'ai dit modifier le code avec une nouvelle série de questions. Donc, ça, c'est l'exemple que j'ai montré tantôt de combien de côtés votre forme a-t-elle. Utilise ce code. Les élèves vont faire un remix, ils vont utiliser ça comme démo. Là, ils vont faire des changements. Je vais poser une autre question. Quelle est ta couleur préférée? Si la réponse est rose, alors fais ça. Si la réponse est ceci, alors fais ça. Donc, beaucoup de manières qu'on peut remixer des codes à leur propre niveau, donne des exemples et les élèves sont capables d'aller au-delà. Et finalement, comme je peux pas croire, je suis exactement sur le slide que je voulais être à E45. Je peux pas croire. Ça, c'est rare. Alors, évaluer le code. Les élèves écrivent son propre code. Est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe? Est-ce qu'il y a des erreurs de logique? Et est-ce que la structure et la séquence sont-elles bonnes? Voici les exemples des différences. On avait parlé tantôt. Au revoir. Il y a quelqu'un qui doit quitter. Je comprends. Est-ce qu'on voit la série est une erreur de syntaxe? Donc, j'ouvre ça, puis on va regarder un peu plus proche. Quelqu'un veut rentrer dans la salle? Alors, si je regarde à l'intérieur, on peut inférer qu'on veut que mon code, mon bonhomme, se déplace avec les flèches. J'utilise la flèche droite. Oh, je dois cliquer le drapeau. J'utilise la flèche droite et il bouge bien à la droite. Toutefois, j'utilise la flèche gauche et il sort de l'écran. J'essaie encore et je touche la flèche gauche. OK. Ceci est un exemple d'une erreur de syntaxe. C'est clair que l'élève a la logique de comment bien utiliser ces blocs. Il ou elle a bien utilisé la loupe indéfiniment. Il a bien mis sa condition si alors, que si on touche aussi un bloc boolean, que si on touche la flèche pressée, soit oui ou non, c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, on s'oriente à 90 degrés. Et regarde, les élèves savent à quel degré parce que la flèche est là. Je veux regarder à la droite, s'orienter 90 degrés. Si je veux aller en bas, là on est 180, négatif 80 et 0. Mais ça a bien été. Alors, sa direction, puis on ajoute bien 10 à x. Ça, c'est bien. Mais là, si je regarde plus proche de la flèche gauche, alors on s'oriente dans la bonne direction. Ça, c'est bien aussi. La rotation est gauche et droite. Ça, c'est bien aussi. Mais regarde, on a juste oublié de mettre le négatif. Donc, le code ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas un niveau 4. Ça ne fonctionne pas. Mais c'était littéralement juste un petit faute de syntaxe. Et là, tout va bien dans le monde. En fait, je vais remettre l'erreur pour la prochaine personne. Là, on a une erreur de logique. Même idée.
Mais celui-ci, cet exemple va vous montrer que c'est pas juste une erreur de calcul. Les calculs vont bien, le syntaxe va bien, mais c'est pas loin non plus. Et en fait, j'ai eu cet exemple cette semaine que le code n'était pas bien imbriqué. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui arrive? Si je touche à la droite, ça va bien. Si je touche à la gauche, rien. Il ne bouge pas. D'abord, je sais que si je répète indéfiniment, que ma flèche droite va très bien. It's all good. Mais regarde, si la flèche droite, là, on a un autre si, une autre condition imbriquée dans mon premier bloc. Il ne va pas là. C'est pas ça. Donc, toutes les données sont bien, mais il a juste mal mis en ordre ces séquences. Vu qu'il a imbriqué ça à l'intérieur de cette condition, on n'a pas pu lire ça. Donc, on va sortir ça et tout à coup, OK, alors on a une petite faute. On n'a pas mis les blocs fixés à sens de direction. C'est pour ça qu'il tourne sur sa tête. Tiens, là, c'est mieux. On Gauche et pourrait droite. dire, Amanda, qu'on pourrait, évidemment, on peut regarder le code jaune quand il s'allume là, à l'entrée du bloc, ça peut nous aider. Mais peut-être aussi qu'on pourrait apprendre aux élèves à laisser des traces aussi avec des textes pour voir dans quel endroit le code passe. Parce que si l'élève s'attend à ce qui passe dans la partie du bas, puis que ça y va pas, mais s'il a laissé une trace, donc un mot-clé qui pourrait apparaître à l'écran, puis qu'on ne voit pas, donc l'élève, il sait, il y a définitivement un problème dans mon site. Bon, justement, tu es en train de mettre justement un petit truc qu'on apprend en programmation qui peut aider grandement les élèves. Donc, on appelle ça laisser des traces. Parfait. So, si je mets un petit mot, dis bonjour, et si je touche la flèche gauche, dis au revoir. Alors, quand mon code joue, vu que c'est dans une boucle de répéter indéfiniment, le tout est s'allumer. So, c'est difficile à voir exactement où est mon erreur, mais comme j'ai mis des traces avec des mots, si je touche ma flèche à droite, on dit bonjour. Et je touche gauche et je ne vois pas au revoir. So, évidemment, ce code n'est pas en train d'être lu. Alors, si je lui sors, et comme Denis dit, de donner des traces, c'est une excellente idée. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme il faut. On va enlever ça. Je vais remettre ça. Mon erreur de logique. Bon. Leave. Et finalement, erreur de syntaxe et de logique, l'élève est complètement dans le champ, puis ça arrive et ça te donne la chance à aller vraiment réorienter l'élève comme il faut. Comme, OK, cet enfant a vraiment besoin de plus d'appui. Je ne m'inquiète pas quand on a des problèmes de logique ou de syntaxe parce que c'est juste très facile à corriger. Je m'inquiète un peu plus quand il y a des erreurs de logique et syntaxe. Alors, si je regarde à l'intérieur, voici l'exemple. Alors, on parle de la flèche droite et l'élève est en train d'ajouter à Y. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui ne se passe pas premièrement. Ma boucle est là, répétée indéfiniment, mais on est en train de demander qu'on répète seulement la flèche gauche et on n'est pas capable de lire la flèche gauche parce qu'on ne passe pas à travers la loupe ici. Donc, ma condition bloque cette condition-là. Ici, on oriente négatif 90, donc il est censé le regarder à la gauche. Donc, même si on reprend l'ordre, disons que l'élève, tout à coup, est capable d'identifier l'ordre comme il faut. Là, c'est mieux. La logique est là. S'il bouge à la droite, mais quand je touche ça, il va en haut sur sa tête. Et quand je vais à la gauche, il n'y a rien qui se passe. Alors ici, pour corriger, on peut voir la logique. Et l'élève n'a pas compris les axes ou c'était peut-être juste une petite erreur, mais voir si l'erreur se répète. OK, on va ajouter sur les axes des X et on va juste lui tourner de bord. Et ça fonctionne.
Mais maintenant, hein, regarde, le bloc qui a utilisé mettre X à 10. Quand on clique la flèche à gauche, on met X à 10. C'est tout. Sur comme le plan cartésien 10, littéralement, on le replace là, un coordonné. Mettre sur 10 n'est pas exactement ce qu'on cherche. OK? Alors, on va enlever le bloc et on va dire ajouter aux Y. Oups, mauvais bloc. Ajouter aux Y. S'orienter à négatif 90. Et il continue à aller sur sa tête parce qu'on a utilisé Y encore parce que j'ai fait un gaffe. J'avais bien fait ça avant. Ça revient scratchy. Mais il est encore sur sa tête parce que nous n'avons pas demandé de fixer sa rotation. On doit fixer la rotation gauche et droite. C'est ça. Là, il ne va pas être sur sa tête. Et ça marche bien. Si je veux continuer avec les autres flèches et je fais dupliquer le code, je peux le mettre en dessous. Je change ma flèche en haut. Je change mon style de rotation à 360 degrés parce qu'il y a besoin d'aller en haut et en bas, pas juste droite et gauche. Là, il faudra que je veux qu'il va de 0 et on n'utilise plus les X, on va utiliser les Y. So, est-ce que ça fonctionne? La vie est belle? Oui. Alors, il va dans toutes les directions sauf en bas. Et c'est ça. Ce sont des exemples de syntaxe, erreur de syntaxe, erreur de logique et erreur de syntaxe et logique. Donc, quand on est au point que les élèves ils vous rendent leur écrit comme dans un studio, comme toi, vous avez fait, c'est ça ce qu'on cherche. Comme tu cherches quand tu corriges des résolutions de problèmes de mathématiques. Alors, et on finit avec nos objectifs d'apprentissage. J'espère qu'on a tout accompli. Je pense que oui. Et si ça ne vous dérange pas de remplir le sondage de rétroaction, s'il vous plaît. Et je suis ici pour répondre à des questions ou si vous avez des commentaires. J'apprécierais si vous remplissez le sondage pour que je puisse savoir si c'était assez intéressant pour vous autres. Louis est là avec sa salade. Oh, Denis, bienvenue. Utilise mes ressources n'importe quand. Je vais mettre le lien dans le chat, en fait. Amanda, Oui. est-ce que tu vois dans ton studio mon remix, ce qui est apparu? OK, on va voir. Oh, pas ce compte. Celui-là. Moi, c'est Oslo 73. Je ne le vois pas. Je me vois Denis, Isa, moi-même. Je vais enlever celui-là. Okay, alors, vas-y encore dans ta page d'accueil de ton programme et vérifier. Là, je suis connectée avec mon compte, là, avec Oslo 73. Ça va. Je suis dans le projet, je vois le changement que j'ai fait. Est-ce que c'est partager qu'il faut que je fasse pour te l'envoyer? Oui, partage, mais ensuite, regarde, ajouter au studio. Tu vois-tu mon écran? Attends, je retourne. Non, je vois, je vois juste le... OK. Ici en bas, ajouter au studio. OK, je vais aller voir si j'ai ça. Et comme ça, quand tu cliques ça, Institut d'hiver, tu vas lui mettre à l'intérieur. Même chose pour Nathalie. Je ne vois pas, c'est comme si mon écran ça ne descend pas aussi bas. Je n'ai pas cette possibilité-là. Oh, OK, il faut descendre un tout petit peu. Yep, c'est ça le problème. Ouais, mais je suis en bas. Là. Tu ne le vois plus? Je ne le vois pas. Possiblement que tu n'es pas bien connecté. Louis, l'enregistrement, est-ce que ce sera sur le site directement ou ça va prendre quelques jours? Ça va prendre quelques jours, là. Tu vois, je pense que ça prend à peu près une semaine, si je compare, là. Okay. Parce que là, on devrait mettre les enregistrements de la semaine dernière en ce moment. Donc, d'ici une semaine, ça devrait être là.
Et puis, est-ce que tu veux mettre le lien aussi du sondage dans la boîte de chat, peut-être? Oui, c'est là. Je viens juste le mettre encore une autre fois. Ah, c'est bizarre, je le vois Oh, pas. peut-être que je l'ai envoyé non, directement à quelqu'un. Excuse-moi. Ben, attends une minute. Everyone, Tout le tiens. monde. C'est possible que je l'ai envoyé directement à Non, quelqu'un. ça va, je l'ai. C'est parce que j'étais ailleurs dans la boîte de chat. Écoutez, tout le monde, je veux commencer par remercier Amanda pour cette formation. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations. J'ai hâte de revoir l'enregistrement. C'est pas un reproche, c'était excellent. Et puis, je pense que c'était très, très orienté en fonction, tu sais, la première partie où est-ce qu'on a parlé du curriculum, etc., pour les différents niveaux. Et puis là, avec les exemples concrets et puis les devoirs que tu nous as donnés, alors pendant la formation, je veux dire merci, c'était excellent. Et puis à tout le monde, merci d'avoir participé aujourd'hui. Et ben écoutez, oui, l'enregistrement d'ici une semaine, la même place que où est-ce que vous êtes inscrit, là, dans le sens sur le site Internet, toute l'information va être sur le site Internet du Centre Franco. Je vous invite déjà pour la semaine prochaine, mardi prochain, on a une autre formation. Et puis, même si vous n'êtes pas inscrit, alors, ben, si ça vous intéresse, faites juste m'envoyer un courriel à louispoul@gmail.com, louispoul@gmail.com, et ça me fera plaisir de vérifier si je peux vous aider là, à avoir accès à la formation. Finalement, il y a des conférences qui s'en viennent. C'est la série Impulsion. Il y a eu un premier message aujourd'hui qui a été fait surtout dans les réseaux sociaux. Alors, on annoncera l'invité la semaine prochaine. Ça va être excellent, je vous dis. Réservé le 10 mars à compter de 19h. Alors, je pense que vous allez aimer ça. Merci encore, Amanda. Merci tout le monde. Merci à toi, Louis. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, Amanda. Très apprécié et toujours à la pointe. Merci à toi. Au plaisir, Eric. C'est bien de te voir. Oui, moi aussi. Bonne soirée. Au revoir. Amanda, je pense que j'ai réussi.